Lorsque l'on plonge dans l'histoire des guerres du passé, que l'on découvre ces événements tragiques mêlant héroïsme et folie destructrice, très vite ces faits deviennent presque irréels et sans lien avec l'histoire contemporaine. Par exemple, quelle que soit la manière dont on considère les conflits de la Grèce antique, la guerre de Troie ou encore les conquêtes d'Alexandre le Grand, ce que nous retenons doit plus au cinéma qu'aux récentes recherches des historiens. La guerre est faite de héros, de gloire, et inévitablement les horreurs se perdent au milieu du récit. Mais contredisant le vieil adage qui déclare que l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs, ce qui est tout à fait juste, l'arrivée et l'emploi massif de la photographie nous permet de découvrir le vrai visage de la guerre. Donc, pour comprendre le concept même d'une guerre à l'échelle mondiale, la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945 est sans doute la parfaite démonstration de l'inhumanité de l'homme, mais aussi de sa bravoure, c'est-à-dire du pire au meilleur de la nature humaine. Nous avons la chance de disposer d'images d'archives pour chaque étape de ce conflit, ce qui nous offre l'opportunité d'en suivre avec une grande précision chronologique le déroulement. C'est notre passé proche qui se dévoile sous nos yeux. Il nous touche car il nous révèle une histoire d'hommes, de souffrance et de dépassement, mettant souvent l'accent sur l'inutilité de bien des batailles. Pour comprendre les pourquoi et les comment de l'enchaînement des faits, de la montée en puissance d'Hitler jusqu'à la décision du président Truman d'utiliser l'arme atomique, il faut remonter à la Première Guerre mondiale et surtout à ses conséquences. La Première Guerre mondiale, qui se déroule de 1914 à 1918, est généralement appelée la Grande Guerre, bien que peu de choses furent grandes pendant cette période. Elle fut aussi appelée la Der des Der, ce qui est une dénomination pour le moins erronée quand on sait ce qui a suivi. On estime à environ 20 millions de morts le bilan de cette Première Guerre, et au moins autant de blessés. La Grande Guerre s'acheva par un armistice à 11 heures du 11e jour du 11e mois de 1918. L'Empire germanique, vaincu, connut alors une révolution interne qui mena à la fin de la monarchie et fit de l'Allemagne une république. Même après la signature de l'armistice, les forces victorieuses maintinrent le blocus du pays. Ceci conduisit à réduire considérablement les importations et les exportations et compliqua la reconstruction du pays. En 1919, des délégués du monde entier se rencontrèrent à Paris pour tenter d'instaurer un véritable ordre mondial. L'objectif principal était de prévenir toute nouvelle guerre de la même ampleur. On créa pour ce faire la Société des Nations. Le traité de Versailles fut rédigé par les Alliés et signé par toutes les parties le 28 juin 1919. Les historiens pensent généralement que les bonnes intentions de ce traité firent plus pour provoquer le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale que pour la prévenir.
Ce traité fut signé dans la splendide galerie des glaces du château de Versailles. Le seul pays qui ne fut pas autorisé à prendre part à ce processus fut l'Allemagne. Les contraintes et les lourdes pénalités imposées étaient presque insupportables et créèrent un ressentiment national et des appétits de revanche. C'est ce manque de clairvoyance qui a permis ensuite aux extrémistes et à Adolf Hitler en premier d'être entendus et d'agir. Et l'Allemagne ne fut pas le seul pays à être insatisfait de l'accord. L'Italie pensait qu'elle méritait mieux, et l'Empire japonais était dépité de ne pas avoir reçu de territoire en Chine. Ces trois pays allaient s'allier pour former un axe de coalition afin d'exiger territoires et respect, accusant le traité de Versailles de les avoir spoliés. La situation fut aggravée par le fait que l'Allemagne fut forcée d'accepter la seule responsabilité du conflit et le paiement d'énormes sommes d'argent aux nations alliées pour les dommages causés par la guerre, ainsi que la cession de certains territoires à des groupes ethniques, créant ainsi de nouvelles nations. Une partie de l'accord exigeait que l'Allemagne démantèle son armée et lui interdisait la fabrication de tout armement. Pour une nation aussi fière, héritière d'une tradition impériale, ce traité ajoutait l'injure à la honte. Et comme les livres d'histoire le disent, un accord quel qu'il soit ne peut tenir que si toutes les parties ont quelque chose à gagner en y adhérant. Si elles ont le sentiment que, quel que soit le vainqueur ou le vaincu, la justice a été rendue. À la fin de la Première Guerre mondiale, la plupart des nations et les citoyens qui y furent impliqués développèrent des courants de pensée pacifistes afin de ne plus jamais avoir à revivre les horreurs d'un tel conflit. À l'inverse, il y avait ceux que l'expérience avait instruits. Deux des plus fameux de ces hommes étaient Adolf Hitler et Benito Mussolini. Avec les mêmes vues déformées et des goûts divers pour le fascisme, ils constituèrent un véritable danger pour le maintien d'une paix mondiale de longue durée. Aucun d'eux ne voulait perdre de temps pour arriver au pouvoir. En 1919, on pensait généralement que tous les États européens seraient démocratiques et suffisamment pacifiques pour permettre à la Société des Nations de fonctionner. Mais il y avait loin du rêve à la réalité. L'Europe se reconstruisit et en moins d'une décennie retrouva les mêmes niveaux de productivité qu'elle avait en 1913, juste avant la guerre. Mais cette prospérité fut de courte durée. Et après le crash de Wall Street en 1929, le monde entier dut faire face à une crise économique et financière baptisée la Grande Dépression. Pour les Allemands, déjà affaiblis par l'immense dette de guerre qu'ils devaient rembourser selon le traité de Versailles, ce fut un choc terrible. Cependant, ce qui était de très mauvaises nouvelles pour le citoyen allemand ordinaire devenait un avantage pour Hitler. Il fut prompt à profiter de la situation pour prendre le pouvoir. Son programme s'intitulait « La route vers la guerre ». Et il n'y avait personne d'aussi empressé que lui. Lui qui, ironiquement, n'était pas allemand, mais autrichien de naissance. Né le 20 avril 1889 dans la petite ville de Braunau am Inn, Adolf, le fils d'Aloïs et Clara Hitler, n'excellait que rarement à l'école. Et après avoir perdu très jeune ses parents, il se retrouva seul à Vienne, luttant pour faire son trou comme artiste peintre. Avec un groupe d'antisémites autrichiens qu'il fréquentait, les Juifs devinrent la cible de sa haine. Hitler reprochait aux autorités autrichiennes de permettre aux Juifs d'occuper des positions sociales élevées, tandis que sa fortune personnelle allait de mal en pis, jusqu'à le pousser à vivre dans la rue. Ayant échoué lamentablement comme artiste,
son dégoût de l'Autriche et des Juifs devint plus profond que jamais. À la première occasion, Hitler quitta l'Autriche et, en 1913, gagna l'Allemagne et s'installa à Munich. Quand la Première Guerre mondiale éclata l'année suivante, il demanda l'autorisation de combattre au sein de l'armée allemande et montra rapidement son patriotisme acharné. Après avoir combattu dans les tranchées, Hitler, comme nombre de ses camarades allemands, fut écœuré par la reddition du gouvernement en 1918. Après la guerre, il rejoignit ceux-ci pour se battre afin de remettre sa patrie d'adoption dans une position de force. Il ne fallut pas attendre bien longtemps après le traité de Versailles pour qu'Hitler commence sa carrière politique, en prenant la parole à une réunion du Parti des travailleurs allemands, au cours de laquelle ses qualités d'orateur furent remarquées. Il prit rapidement les rênes du parti, qui devint plus connu sous le nom de Parti national des travailleurs socialistes allemands. Les nazis venaient de naître. En 1923, Hitler, trouvant que les changements politiques étaient trop lents, tenta un coup de force armé à Munich qui tourna au désastre. Hitler fut condamné à 5 ans de prison, mais sa popularité était déjà bien établie. Il ne passa que 13 mois en prison, pendant lesquels il écrivit Mein Kampf, dans lequel il établissait un programme pour une nouvelle Allemagne. Il se trouva dans une position idéale pour se prétendre sauveur de l'Allemagne au début des années 30, alors que les effets de la Grande Dépression commençaient à toucher sévèrement le pays. Les citoyens qui, en d'autres temps, auraient barré la route à Hitler à cause de son fanatisme, commençaient à croire ce qu'il disait. Ce fut encore plus probant lorsqu'il commença à reconstruire l'armée allemande, créant ainsi de nombreux emplois. Cette reconstruction était pourtant formellement interdite par le traité de Versailles. Après l'incendie du Reichstag en 1933, Hitler accusa les communistes d'avoir tenté de détruire le siège du gouvernement allemand. Il s'était alors emparé du pouvoir. Sa position fut ensuite renforcée lorsque le président Hindenburg, qu'il avait nommé chancelier, mourut en 1934. Le pouvoir d'Hitler devint alors absolu. Le Führer détenait les titres de chef de l'État, chef du parti nazi, commandant en chef des forces militaires allemandes et chancelier. Il pouvait alors commencer à construire son empire à une vitesse folle. En 1935, les effectifs de l'armée avaient atteint 500 000 hommes et la production d'armes et de munitions avait repris. De plus, la Rhénanie, la région à l'ouest de l'Allemagne, frontalière de la France, avait été réoccupée par des unités militaires. Cette région avait été démilitarisée après la Grande Guerre, mais en dépit des nombreuses violations successives du traité, rien ne fut fait par les nations pour tenter de contrôler le nouveau régime militaire de l'Allemagne. En dépit de la menace qu'Hitler représentait alors, ni les Britanniques ni les Français n'entreprirent la moindre action. Hitler était pourtant à ce moment-là terriblement vulnérable, mais les Alliés ne l'avaient pas compris. Gagnant en confiance, Hitler accéléra le processus, et avant que quiconque puisse faire quoi que ce soit, les nazis étaient en marche à travers l'Europe. Lorsqu'Hitler annonça son intention de marcher sur la Tchécoslovaquie au congrès du parti nazi à Berlin, les acclamations furent retentissantes. Et en 1938, le nouveau Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, fut forcé de tenter quelque chose contre l'agression allemande. Mais Hitler était capable de jouer la montre, car Chamberlain était farouchement opposé à une éventuelle guerre et prêt à payer n'importe quel prix pour ne pas avoir à combattre. En septembre, il s'envola pour Munich pour une rencontre avec Hitler, le leader italien Mussolini et le président du Conseil des ministres français, Édouard Daladier. Pour Chamberlain, l'apaisement était la seule voie. Et alors que les citoyens anglais se préparaient à la guerre juste au cas où, leur Premier ministre signait un compromis de paix avec Hitler.
En offrant au dictateur allemand des territoires en Tchécoslovaquie, il pensait que celui-ci n'irait pas plus loin. Lorsque les accords de Munich furent signés, Chamberlain rentra en Angleterre triomphant, proclamant que ce morceau de papier qu'il brandissait garantissait la paix plutôt que la guerre. Chamberlain fut accueilli en héros, mais son compagnon politique, Winston Churchill, était loin d'en être convaincu. Il déclara que l'Angleterre et la France avaient eu à choisir entre la guerre et le déshonneur, et qu'à son avis, ces deux nations avaient choisi le déshonneur, et qu'elles auraient droit de toute façon à la guerre. Le 15 mars 1939, sans préavis, les nazis marchèrent sur la Tchécoslovaquie et Prague tomba. La peur de Winston Churchill s'avérait fondée, et Chamberlain devait faire face à toute l'horreur d'une inévitable guerre. Sans délai, Hitler porta son attention vers le voisin oriental de l'Allemagne, la Pologne, mais avec la crainte que les Russes attaquent les troupes d'assaut nazies. Il devait donc planifier cette nouvelle action avec beaucoup de précautions. Bien que son ennemi, Hitler conclut un pacte de non-agression avec Joseph Staline. La route de la guerre était maintenant totalement ouverte. Il ne faisait aucun doute que les Anglais et les Français n'auraient pas d'autre choix que de venir en aide à la Pologne en cas d'invasion allemande, en raison des pactes existants. Mais Hitler avait bien utilisé son temps. Il était prêt à faire face à toutes les réactions, aussi bien qu'à tout ce que les forces alliées pouvaient entreprendre contre lui. À l'aube du 1er septembre 1939, une implacable force allemande de plus d'1 million d'hommes, appuyée par des avions tactiques et des divisions blindées rapides, était mobilisée et envahissait la Pologne sur 3 fronts. Le terme Blitzkrieg signifie guerre éclair. Il s'agit d'une tactique militaire développée par un officier de l'armée allemande, Hans Guderian, adoptée par Hitler lui-même et basée sur la surprise et la vitesse. Elle mobilisait des fantassins, des chars ainsi que des avions capables de couvrir la tête du front. La raison pour laquelle Hitler fit sien un plan si radical était en partie la conséquence de ses propres expériences pendant la Première Guerre mondiale, durant laquelle les combats étaient bien plus statiques. Le Blitzkrieg, c'était tout le contraire, puisque le but était de foncer pour créer le chaos et la panique dans les rangs ennemis en utilisant la vitesse, la coordination des forces et des mouvements tactiques. Les bombardiers en piqué Stuka arrivaient en premier pour isoler les zones cibles en détruisant les voies de chemin de fer et les centres de communication, ce qui désorganisait totalement les éventuelles tentatives de défense avant l'arrivée des tanks et de l'infanterie occupant la zone. La guerre éclair d'Hitler étant en cours, Neville Chamberlain émit un ultimatum. Ou l'Allemagne se retirait de Pologne avant 11 heures le matin du 3 septembre, ou bien ce serait la guerre. Hitler ne daignant pas répondre, à peine 15 minutes après que le délai fut écoulé, Chamberlain annonça à la nation que la guerre était déclarée. I am speaking to you
in the cabinet room of 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government the final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Les pays du Commonwealth, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Inde étaient prêts à participer à la lutte contre la tyrannie nazie. La France suivit rapidement Chamberlain en déclarant la guerre à l'Allemagne à 7 heures le même jour. Quelles qu'aient été les erreurs de jugement commises par Chamberlain pour éviter la Seconde Guerre mondiale, il prit cette fois l'une de ses meilleures décisions en invitant Winston Churchill, qui s'était si vigoureusement opposé aux négociations avec Hitler, à reprendre le poste de premier lord de l'Amirauté qu'il avait occupé pour la dernière fois en 1916. La légende veut que l'Amirauté envoya un message jubilatoire à ses navires qui disait simplement « Winston est de retour ». Comprendre le rôle de Churchill au cours de cette guerre est indispensable. C'était un homme de caractère, capable de changer le cours de l'histoire par la seule force de sa personnalité. Dans ses premiers mois de la guerre, il était déjà à l'âge de la retraite, mais il avait un passé politique si dense qu'il est indispensable d'en retracer les grandes lignes. Né au sein de l'aristocratie britannique en novembre 1874 au palais de Blenheim dans l'Oxfordshire, Winston était le fils de Lord Randolph Churchill et de son épouse américaine, Jenny Jerome. Lorsqu'il entra à l'école, Winston était loin d'être brillant, mais il était déterminé à obtenir son entrée à Sandhurst. Quand il l'obtint, ce fut le commencement d'une carrière militaire qui devait l'entraîner en Inde et en Afrique du Sud. Cependant, c'est son travail de correspondant de guerre, plus que celui de soldat, qui le fit connaître de l'opinion publique. De retour en Angleterre, Winston décida de suivre les pas de son père et entra en politique. C'est ainsi qu'il devint premier lord de l'Amirauté pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, son franc-parler fit de lui le bouc émissaire du désastre de Gallipoli dans les Dardanelles, où tant de soldats anglais et du Commonwealth moururent, forçant Winston à adopter une position en retrait à la Chambre des communes. Mais Churchill n'était pas de ceux qui abandonnent sans combattre. Dans les années 20, il revint aux affaires en occupant le poste de chancelier de l'Échiquier. Mais de nouveau, son franc-parler le desservit, et dans les années 30, alors qu'Hitler parvenait au pouvoir, Winston connaissait, lui, une vraie traversée du désert. Il était difficile de faire taire Churchill à propos d'Hitler, comme nous l'avons dit. Il avertit le monde entier de ce qui arriverait si des dispositions n'étaient pas rapidement prises. Lorsque Winston Churchill prit son poste à l'Amirauté, les Britanniques firent confiance à l'homme qui avait si clairement prévu les menées d'Hitler. Jamais il ne fut aussi vital qu'un véritable meneur d'hommes émerge, car le jour même où Churchill prenait le commandement de la marine, un sous-marin allemand torpillait un navire britannique de transport qui allait de Glasgow au Canada, avec plus de 1000 passagers à bord, parmi lesquels se trouvaient 300 Américains. Le navire, appelé l'Athenia, fut coulé, tuant 118 civils. Le commandant du U-boat, le lieutenant Fritz Julius Lemp, était sans aucun doute au courant des conventions maritimes internationales qui stipulaient qu'il était illégal d'ouvrir le feu contre les navires de passagers ou les cargos.
Sans avertissement, il lança 2 torpilles, plongea, puis refit surface pour en tirer une dernière. Cependant, certains supposent qu'il a confondu l'Athénia avec un navire de combat, ce qui expliquerait à la fois qu'il ne porta pas assistance aux naufragés et qu'il quitta rapidement la zone en maintenant le silence radio. Alors que les nouvelles concernant le sort de l'Athénia étaient diffusées dans le monde entier dans les 24 heures, tous ceux qui l'apprirent ressentirent un sentiment d'horreur. En fait, la première chose qu'Hitler fit fut de nier d'avoir eu connaissance de l'incident et d'ordonner que le journal de bord du sous-marin soit modifié, tandis que Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, déclara que c'était une torpille d'un sous-marin anglais qui avait touché l'Athénia. Plus tard, il ajoutait que ce n'était qu'une information inventée par Winston Churchill pour discréditer l'Allemagne et entraîner les USA dans la guerre, ce qui prouvait sans aucun doute que le nouveau lord de l'amirauté faisait déjà des vagues. Pendant ce temps, alors que la bataille pour la suprématie sur les mers commençait d'une manière brutale, le premier assaut aérien de la Royal Air Force était lancé le 4 septembre. Rien ne se déroula selon le plan. Les avions se perdirent et furent abattus, et tout comme le sous-marin de Lemp avait attaqué le mauvais navire, ils se trompèrent de zone de bombardement. Des 29 bombardiers lancés pour semer la terreur dans les bases navales allemandes, seulement 8 y parvinrent. Deux jours plus tard, un autre désastre frappa la Royal Air Force. Une alerte de raid aérien erroné fut lancée, entraînant le décollage d'un certain nombre de Hurricane et de Spitfire, et se termina en affrontement fratricide. Il n'y avait en réalité aucun avion ennemi en vue. Cependant, et ce sont là les fortunes de la guerre, juste une semaine plus tard eut lieu le premier succès britannique lorsque le premier navire allemand fut coulé. Il s'agissait d'un U-boat qu'un destroyer anglais envoya par le fond. Mais la jubilation fut de courte durée car le 17 septembre, le HMS Courageous fut coulé au large des côtes d'Irlande par un autre U-boat, coûtant ainsi la vie à 500 marins de l'équipage de ce porte-avions anglais. Erstes Torpedo fertig machen zum Schuss. Erste Torpedo fertig. Feuer! Ah, schon wieder einer. Après le choc initial de la déclaration de guerre, la vie en Angleterre revint à la normale. En fait, ce calme avant la tempête est souvent nommé « funny war » ou « drôle de guerre », et de nombreux enfants qui avaient été évacués dans les campagnes revinrent à la maison. La routine du couvre-feu devint assez commune, et les blackouts nocturnes qui devaient empêcher les bombardiers allemands de trouver leur cible furent ordonnés avec effet immédiat. L'éclairage public fut aussi occulté, et les conducteurs ne furent plus autorisés à employer leurs phares, ce qui entraîna un grand nombre d'accidents de la route, parfois mortels. Pendant ce temps, pour le peuple polonais, c'était une autre histoire. Et toute l'horreur dont étaient capables les soldats sous les ordres d'Hitler éclatait au grand jour. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à la machine de guerre allemande, terriblement bien organisée. Et tandis que les Britanniques et les Français faisaient confiance aux Polonais pour se défendre eux-mêmes, il devint vite évident que cette fois, ils s'étaient lourdement trompés. L'attaque contre la Pologne fut ultra-violente, et lors de l'opération Tannenberg, les exécutions massives coûtèrent la vie à plus de 20 000 victimes, sans compter celles causées par les combats. En dépit de la force armée qui se dressait face à eux, ce qui restait de l'armée polonaise et de nombreux volontaires civils tentèrent de défendre Varsovie. Mais le pire était à venir. Le 17 septembre, l'armée soviétique envahit la Pologne par l'Est, avec 40 divisions, soit 800 000 hommes, réduisant les espoirs polonais de résister aux attaques sur deux fronts.
Cette terre avait été promise aux Russes par le pacte de non-agression et Staline était déterminé à réclamer ce qu'il estimait dû à la Russie. Par chance, des membres du bureau du contre-espionnage polonais, connaissant parfaitement le code Enigma utilisé par les Allemands pour leur communication, parvinrent à s'échapper des griffes russes avec 2 machines Enigma. Lorsqu'ils arrivèrent à Paris, le 1er octobre, ils reçurent un accueil chaleureux. Ces machines Enigma étaient utilisées pour crypter et décrypter les messages secrets. Et en dépit de leur usage commercial pendant des années, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'elles furent adoptées par les militaires allemands. Bien que les vraies conséquences de cette évasion n'aient pas été appréciées à leur juste valeur, les renseignements obtenus grâce à cette source, nom de code Ultra, s'avérèrent d'une importance considérable pour les Alliés. À la fin septembre, Varsovie, assiégée et dévastée, tomba aux mains des nazis, après avoir été bombardée jusqu'à l'écrasement par la Luftwaffe. C'était l'aviation la plus puissante, la plus moderne et expérimentée au monde au déclenchement de la guerre. Officiellement dévoilée en 1935, en violation du traité de Versailles, elle participait à la tactique du Blitzkrieg. Ces avions appartenaient à une nouvelle génération et étaient bien supérieurs à la plupart des appareils équipant les autres armées. Sous une telle pression, 2 jours suffirent pour forcer la Pologne à capituler sans condition le 27 septembre. La Pologne fut alors immédiatement partagée entre l'Allemagne et la Russie. 116 800 km² pour les premiers et 124 800 pour les seconds. 2 millions de Juifs tombaient sous la coupe des Allemands. Les pays baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, s'ajoutèrent au territoire polonais annexé. La plus grande partie de l'armée polonaise fut faite prisonnière par les Allemands et les officiers exécutés par les Russes. Les pertes allemandes furent faibles et celles des Russes quasi nulles. L'objectif d'Hitler était d'expulser ou d'éliminer le plus possible de Polonais. Ils étaient, selon ses propres termes, un sous-peuple répugnant, dangereux pour le Troisième Reich. Dès le début de l'occupation, les atrocités commises au nom de la purification ethnique furent abominables. Le programme d'extermination et de purification, nom de code Action T-43, ne concernait pas seulement la Pologne, mais également l'Allemagne. Depuis plusieurs années, y était pratiquée l'euthanasie forcée des personnes âgées, des malades mentaux, des enfants jugés anormaux, dans la volonté de créer une nation aryenne pure et sans tache. Les médecins et les infirmières avaient ordre de signaler tout nouveau-né déficient, Hitler s'arrogeant le droit de vie ou de mort. Des questionnaires étaient envoyés à quiconque n'avait pas la citoyenneté allemande. La terreur n'était donc pas réservée au seul territoire conquis.
L'expérimentation de chambres à gaz en Allemagne et ailleurs servit à la formation des SS. Ceux qui constituaient au début la garde prétorienne du Führer allaient être chargés de mettre en œuvre la solution finale. Leur nombre augmenta rapidement. Les Juifs n'étaient pas leurs seules victimes. Les communistes, certaines ethnies, les homosexuels et même les francs-maçons étaient également visés. Tandis que la guerre se déroulait, l'expérience technique acquise grâce au programme d'euthanasie fut utilisée pour la construction d'énormes centres d'extermination à Auschwitz, Treblinka et dans bien d'autres camps de concentration. Le but était d'exterminer toute la population juive d'Europe. Parmi 6 millions de juifs européens assassinés pendant l'Holocauste, beaucoup étaient polonais. En dépit de ce qu'il avait fait en Pologne qui amena à la déclaration de guerre, Hitler gardait toujours l'espoir de négocier un accord avec les Anglais. Mais le Premier ministre Chamberlain rejeta sa proposition de paix hypocrite et déclara au peuple d'Angleterre qu'aucune promesse d'Hitler ou du gouvernement allemand d'alors ne devait être crue ou acceptée. Néanmoins, bien que l'on sache qu'il ne fallait pas faire confiance à Hitler, et ce depuis l'échec des accords de Munich signés sous la direction de Chamberlain, aucune tentative d'action concrète contre les nazis n'avait été entreprise. En conséquence, le Führer ne perdait pas de temps pour renforcer ses positions, puisque les Alliés se contentaient de l'observer passivement. Pendant ce temps, en Pologne, la situation empirait. Les nazis concentraient leurs efforts contre la population juive. Camps de travaux forcés, confinement dans le ghetto de Varsovie, lois restrictives, etc. La mort était partout menaçante, créant un climat de terreur facile à imaginer. En dépit de la machine de propagande allemande bien huilée placée sous le commandement de Joseph Goebbels, au mois de novembre, des informations sur ce qui arrivait à ceux qui n'étaient pas considérés comme de race pure en Allemagne et ailleurs commencèrent à se répandre. Certains se posèrent la question de savoir comment Hitler pouvait être le sauveur de l'Allemagne comme il l'avait promis. Au tout début du mois, un dossier bourré de renseignements sur les armes top secrètes allemandes parvint en Norvège avec un petit mot qui disait « de la part d'un scientifique allemand qui vous souhaite d'en faire bon usage ». Quelques jours plus tard, la première tentative d'assassinat d'Hitler eut lieu. Elle se déroula dans une grande brasserie de Munich, là même où Hitler avait tenté son coup d'État raté quelques années plus tôt. Le résultat fut aussi désastreux. La bombe, qui aurait pu mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale avant qu'elle ne commence vraiment, explosa 20 minutes après que le Führer fut parti. 8 personnes furent tuées dans la déflagration. L'ironie du sort est que si Hitler n'avait pas fini son discours plus tôt que prévu, c'eût été son dernier. L'homme responsable de cet attentat, Georg Elser, fut ensuite arrêté alors qu'il tentait de traverser illégalement la frontière avec la Suisse. Il apparut qu'il avait agi seul, motivé par le fait que les Allemands avaient beaucoup perdu de leurs libertés individuelles et que même les parents s'étaient vus retirer l'éducation de leurs enfants
ceux-ci étant confiés à des institutions comme les jeunesses hitlériennes. Les principaux acteurs de cette première partie de la guerre avaient commencé à manœuvrer pour se mettre en position. Et après avoir sécurisé leurs avancées en Pologne, les Russes tournèrent leur attention vers la Finlande. Joseph Staline avait toutes les raisons de se méfier d'Hitler, et les années de guerre à venir allaient lui donner raison. Bien que le pacte de non-agression entre eux autorisa Hitler à envahir toute l'Europe, Staline avait aussi son propre plan. La Russie était également méfiante envers les Alliés, et la Finlande pouvait lui offrir un rempart tactique pour protéger Leningrad, que Staline considérait vulnérable, contre toutes les armées qui pourraient la menacer. Quand les lignes de bataille furent tracées entre la Russie et la Finlande vers la fin novembre, l'armée rouge crut que la cible serait facile à prendre. En adoptant des techniques offensives inspirées du Blitzkrieg dont les Russes avaient pu observer l'efficacité en Pologne, ils anticipaient déjà une victoire en quelques semaines. Mais ce fut la première fois où des facteurs extérieurs, la météo en l'occurrence, allaient avoir une influence déterminante. La Finlande, malgré une population éparpillée, parvint à monter une armée assez importante pour se défendre contre les Russes, qui semblaient pouvoir disposer d'une réserve de soldats inépuisable. Et les troupes finlandaises furent capables d'utiliser à leur profit les difficultés du terrain. Elles étaient bien accoutumées aux forêts et aux régions recouvertes de neige de leur patrie. Bien qu'en sous-effectif face aux Russes, leur détermination à défendre leur pays fut inébranlable. L'hiver 1939 fut l'un des pires qu'ait connu la Finlande. Et, ironie de la situation, les troupes de l'armée rouge envoyées là venaient du sud de la Russie et étaient donc vulnérables au froid. Mais l'armée russe avait bien d'autres faiblesses. Les commandants sur le champ de bataille ne pouvaient prendre une décision sans l'approbation de leur hiérarchie. Il en résultait des délais interminables pour agir. Du coup, l'armée russe se déplaçait lentement, handicapée à la fois par la géographie de la Finlande et par la rigidité en termes de stratégie. Alors que le Blitzkrieg avait été conçu pour faire collaborer toutes les branches de l'armée et de l'aviation, chaque secteur militaire russe agissait comme une entité séparée des autres. De plus, les soldats russes ne disposaient pas de tenues de camouflage blanches, et leurs véhicules ne fonctionnaient pas en conditions givrantes. Une grande partie des 1000 km de la frontière était quasi infranchissable. Les Finlandais pouvaient donc prévoir les routes que les troupes d'invasion allaient emprunter. Les jours d'hiver étant courts en Finlande, l'aviation soviétique ne pouvait que peu soutenir les troupes au sol. De plus, 800 appareils furent abattus. Les Finlandais, nullement intimidés par les Russes, résistèrent. Et ce ne fut qu'au Nouvel An 1940 que ce drôle de conflit trouva une solution.
En Grande-Bretagne, en décembre 1939, l'âge limite pour la conscription fut modifié 2 fois en 2 semaines. Et les hommes âgés de 19 à 41 ans étaient appelés maintenant à rejoindre les forces armées. Les femmes de 20 à 30 ans étaient également acceptées dans différents services. C'est en décembre que la Royal Navy fut engagée dans la première grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale, en Atlantique Sud, un combat connu sous le nom de la bataille de River Plate. Elle se déroula au large des côtes d'Argentine et d'Uruguay, là où le cuirassé de poche Graf Spee avait attaqué avec succès de nombreux navires marchands. La marine anglaise avait heureusement 4 croiseurs dans le secteur, l'Ajax, l'Exeter, le Cumberland et l'Achille. Le commandant de cette petite escadre se lança à la poursuite du dangereux navire allemand. Le traité de Versailles avait interdit à l'Allemagne de construire de grands navires de guerre quand le pays fut forcé de se désarmer et de cesser toute production militaire. L'Allemagne se lança donc dans la construction de vaisseaux plus petits, et le Graf Spee, lancé en 1936, était assez rapide pour semer n'importe quel navire de guerre. De plus, parce qu'il disposait d'un armement conséquent, il était un adversaire redoutable. Néanmoins, lors de la bataille de River Plate, la marine anglaise parvint à forcer le Graf Spee à se réfugier dans le port neutre de Montevideo. L'Exeter avait été sérieusement endommagé. Conscient que son cuirassé ne pourrait pas rester indéfiniment à l'abri, le capitaine du Graf Spee, Hans Langsdorff, allait devoir affronter la marine anglaise à brève échéance. Ce sont les services de renseignement britanniques qui ont véritablement gagné la bataille cette fois-là, en réussissant à convaincre Langsdorff qu'il était totalement surclassé et qu'il n'avait aucune chance de s'échapper, ce qui était faux. La flotte britannique était encore loin. Déterminé à sauver la vie de son équipage, le capitaine allemand décida de saborder son navire et se suicida 3 jours plus tard pour prouver qu'il n'était pas un lâche. Les marins anglais capturés par Langsdorff témoignèrent qu'ils avaient été extrêmement bien traités et qu'il était sans aucun doute un homme d'honneur. Cependant, certains historiens se sont interrogés sur sa décision. Dans ces premiers jours de guerre, l'action ne se déroulait pas que sur les champs de bataille. L'attaque de la Russie contre les Finlandais entraîna son exclusion de la Société des Nations. L'organisation internationale en charge du maintien de la paix était toujours persuadée qu'il restait une chance à la diplomatie, mais des individus aussi déterminés que Staline et Hitler ne laissaient que peu de place aux manœuvres rationnelles. La Société des Nations était le fruit de la volonté du président américain Woodrow Wilson. Et bien que ses intentions fussent louables, en pratique, le concept était confronté à de multiples difficultés. Alors que cette société était née avec l'exaltante mission de prévenir une autre grande guerre, elle se montra incapable de protéger la Chine d'une invasion japonaise, ni l'Abyssinie des conquérants italiens. La Société des Nations resta impuissante face au réarmement allemand, ce qui aboutit à la Seconde Guerre mondiale. Elle ne pouvait pas faire grand-chose pour remplir sa mission. Les Allemands et les Japonais, eux, s'étaient volontairement retirés de la Société des Nations en 1933, l'Italie en 1937.
Les visées impérialistes de la Russie apparurent clairement avec l'occupation de l'Est de la Pologne en septembre 1939. De plus, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie avaient été contraintes de signer un pacte d'assistance mutuelle permettant à Staline de disposer de bases navales et aériennes dans une zone d'importance stratégique. L'invasion de la Finlande, qu'aucune provocation ne pouvait justifier, entraîna une condamnation mondiale. Le successeur du président Wilson, Franklin Roosevelt, qui fut forcé de rester en marge pendant les premières semaines de la guerre en raison de l'opinion publique américaine, finit par condamner cette invasion. Il en résulta le retrait de la Russie de la foire internationale de New York. L'étape suivante fut l'éviction de la Russie de la Société des Nations. Le monde devait maintenant faire face à un conflit mondial qu'aucun groupe pacifiste ne pouvait avoir espoir de stopper. L'organisation née de bonnes intentions devait affronter le constat de ses échecs. 1939 s'achevait et des soldats supplémentaires furent envoyés loin de leur famille pour participer à l'effort de guerre des nations en danger face aux nazis. Le Commonwealth renforça les troupes disponibles de plus de 7000 soldats canadiens arrivés en Angleterre et prêts à rejoindre d'autres combattants venus d'Inde et envoyés sur le front français. Malgré tout, on fêtait Noël et l'arrivée d'une nouvelle année. Mais tout ce qui était à craindre depuis qu'Hitler avait fait son apparition devenait une réalité de plus en plus oppressante. Ces quelques mois étaient pourtant le calme avant la tempête. Et tandis que Neville Chamberlain et son gouvernement attendaient les nouvelles initiatives d'Hitler, Winston Churchill pestait encore une fois contre l'inaction de son pays. Pour le premier lord de l'amirauté, la meilleure défense restait toujours et définitivement l'attaque, et Chamberlain était bel et bien dans sa ligne de mire, juste à côté d'Hitler. Mais les leçons de 1938 et les accords de Munich semblaient sortis de la mémoire de Chamberlain, et les avertissements pourtant prémonitoires de Churchill restaient sans écho. Les premiers mois de 1940 allaient pourtant lui donner raison.